Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série. Histoire en série aujourd'hui qui se met à l'heure espagnole avec Sony Sassi. Bonjour Sony. Bonjour Nicolas. Alors, je vous présente Sony. Tout d'abord, vous êtes ancien élève de l'École normale supérieure de Lyon. Vous êtes agrégé d'espagnol et vous enseignez en lycée, en classe préparatoire économique et juridique au lycée André Bouloche à Livry-Gargan. Vous travaillez également à l'université Paris-Nanterre où vous enseignez la littérature espagnole du XXe siècle et vous alimentez aussi un compte Twitter qui est consacré à l'actualité du monde hispanique. Je vous recommande de vous y abonner. Donc, c'est le hashtag, arrobas, Hispanoticia 1. Je mettrai le lien sur votre présentation sur la page de l'émission sur notre site internet histoireensérie.com. Alors aujourd'hui, on va partir pour Madrid au XXe siècle. Vous allez, Sony, nous présenter la série Art de Madrid. Donc cette série peut être commencée par nous en faire le pitch et la présentation tout de suite, s'il vous plaît. Oui, alors tout d'abord, merci beaucoup de m'inviter. Pour une présentation d'abord un peu en lien avec les conditions de production de cette série, puisqu'avant d'être une œuvre d'art, c'est un produit commercial et je crois qu'il faut commencer un peu par là. Cette série a été conçue pour se situer donc sur un marché particulièrement concurrentiel et ça se traduit d'emblée dans la fiche technique et je vous propose qu'on la parcourt ensemble un peu pour saisir les enjeux de la série de manière un peu extérieure dans un premier temps. Donc, Art de Madrid, qu'est-ce que c'est? C'est une mini-série d'une unique saison de 8 épisodes de 35 minutes chacun, lancée par la plateforme Movistar Plus en 2018. Et ce n'est pas un détail que ces conditions de lancement, parce que quand on se penche sur les coulisses un peu de cette production, on se rend compte que ça a lieu à un moment stratégique pour le groupe qui vient à ce moment-là de naître, puisque c'est le résultat de la fusion entre Movistar et Canal+ Espagne, et donc ils avaient besoin d'un produit de lancement pour se constituer une identité de marque, et donc Art de Madrid va venir répondre à cette demande qui consiste à se démarquer. Le choix qui a été fait, le cahier des charges, c'était celui de viser un public averti, qui tiene buen morro, comme dit l'un des scénaristes, et ça se traduit immédiatement dans les choix de distribution, de casting, puisqu'ils sont allés recruter, les producteurs, une actrice comme Ana Castillo, qui venait à ce moment-là de recevoir le Goya du meilleur espoir féminin de l'Académie espagnole, et ils l'ont encadrée de 2 autres actrices beaucoup plus chevronnées, mais également très connues, puisqu'elles appartiennent à la bande d'Almodóvar, avec Carmen Machi et surtout Inma Cuesta. Et c'est en particulier ce dernier choix qui doit interroger, enfin qui était un message en lui-même, puisqu'on sait, en Espagne, elle est très connue pour ses prises de position féministes, et ça situait aussi très clairement les préoccupations qui allaient être abordées dans Art de Madrid. Pour le reste du casting, donc vraiment, le choix de l'authenticité a prévalu, puisque Ava Gardner est jouée par une actrice américaine, Debbie Mazar, et le couple Perón est joué par 2 acteurs argentins, un couple d'acteurs argentins, qui viennent du théâtre et qui ont su mettre leur expérience de la scène et des planches au service de la veine comique et presque gaguesque de la série. Donc ça, c'est ce qu'on pouvait dire concernant la distribution, mais l'élément le plus remarquable concernant la série, c'est qu'en termes formels, elle est la première série manifestement de l'histoire, d'après ce que j'ai pu voir, enfin à ma connaissance la seule, qui soit en noir et blanc depuis que la couleur s'est imposée. Évidemment, ce choix
s'explique par le contexte de la série, puisqu'il s'agit de raconter une histoire qui se situe dans les années 50-60, et les producteurs et les scénaristes insistent sur leur volonté un peu exorbitante de vouloir reconstituer à l'écran, de vouloir documenter ce Madrid des années 50-60, un peu pour faire l'archéologie. On connaît beaucoup le Madrid de la Movida des années 80 et de la suite. Là, ils ont vraiment voulu insister sur ces années-là. Et donc, comme ils ont travaillé à partir d'images, d'archives, de photos, de journaux télévisés de l'époque, ils ont voulu conserver la trace de ce matériau en noir et blanc qui avait été leur source dans leur propre production. Mais bien sûr, l'autre raison, c'est que le choix du noir et blanc, c'est évidemment l'occasion de marquer le coup en faisant ce que personne jusque-là ne semblait avoir fait. Et c'est aussi une façon de s'inscrire dans la volonté de produire une série cinématographique, si l'on peut dire, puisqu'il y a des films en noir et blanc, mais pas de série jusque-là. Et cette série cinématographique, elle est même cinéphilique, puisqu'elle multiplie les clins d'œil. Alors, on n'aura pas trop l'occasion de s'étendre là-dessus, mais elle multiplie les clins d'œil au cinéma espagnol, à Almodovar, on l'a dit, mais surtout au cinéma des années 50 lui-même, notamment au cinéma de Berlanga. Et par exemple, je le note, je fais juste remarquer ici, on ne pourra pas trop développer, l'épisode 4, par exemple, le rêve érotique et chorégraphié d'Anna Mari est un pastiche d'une scène de Bienvenue Mr. Marshall, donc de Berlanga. Donc il y a comme ça à la fois des jeux dans les choix formels, dans les clins d'œil, dans les citations, qui font de cette série historique, puisqu'elle se situe dans les années 50 et qu'elle va nous parler du franquisme, on l'a compris. C'est une série historique, mais c'est une série qui a aussi l'ambition de s'inscrire dans l'histoire du cinéma espagnol, et c'est aussi ce qui explique son succès critique, puisqu'elle a, entre autres, reçu le prix de la meilleure fiction européenne au Festival de La Rochelle. Elle a été classée dans les meilleures séries 2020 par le New York Times, qui lui a même accordé une mention spéciale, et c'est ce succès critique qui a fait que France Télévisions a acheté les droits de la série pour la mettre en ligne. Alors, avant d'aller plus loin, Sony, ce serait intéressant de peut-être, pour nos auditeurs qui ne parlent peut-être pas tous espagnol d'ailleurs, de nous expliquer l'intrigue de la série, le pitch véritablement, avec déjà peut-être l'analyse du titre. Pourquoi est-ce que on a ce titre-là de Madrid brûle-t-elle? Oui, alors, de l'aveu même des showrunners, ce qui est à l'origine de la série, c'est la découverte que la Madrid franquiste du début des années 60 a été le théâtre d'un voisinage hors norme et plutôt bien documenté, puisque la star hollywoodienne Ava Gardner et le président argentin en exil, Juan Domingo Perón, vivaient dans des appartements situés l'un au-dessus de l'autre, tout en entretenant entre eux des relations de piètre qualité et assez explosive. Et ils sont partis de cette anecdote pour écrire une histoire somme toute assez simple, celle de trois domestiques, Ana Mari, Manolo et Pilar, qui vont en voir de toutes les couleurs en entrant au service d'Ava Gardner. Alors ça, c'est le speech très simplifié, parce qu'il y a un élément qui complique tout, c'est que Ana Mari n'est pas une vraie domestique, c'est en réalité une instructrice de la section féminine de la Phalange, c'est-à-dire le parti fasciste espagnol, et qu'elle a été chargée par sa hiérarchie de surveiller la crise américaine, parce que le régime de Franco, bien, il voit d'un très mauvais œil que le domicile de la star serve de repère à toutes sortes d'étrangers de passage qui pourraient bien comploter contre la nouvelle Espagne mise sur pied par la dictature. Et il faut bien dire à cet égard que le profil d'Ava Gardner avait de quoi rendre méfiants les dignitaires du régime. D'abord, elle vient des États-Unis, ce pays qui est pour Franco le chantre d'un libéralisme qu'il affectionne peu. Circonstance aggravante, très aggravante, elle est l'amie d'Ernest Hemingway, qui a activement soutenu la République du temps de la guerre civile. Et enfin, elle organise effectivement
de nombreuses soirées qui réunissent le monde des artistes, mais tout ça pourrait n'être qu'une façade qui cache des réunions, ou qui cacherait des réunions politiques, peut-être avec des communistes d'ailleurs. On insiste dans le film sur le fait qu'elle l'organise, enfin qu'elle va participer, Ava Gardner, au tournage d'un film qui est censé se dérouler à Pékin. Il n'en faut pas plus pour que les dignitaires du régime donc trouvent urgent d'envoyer Anna Mali comme espionne pour savoir ce qu'il en est. Mais il va lui falloir une couverture, et donc la très chaste, très franquiste et très boiteuse instructrice de la section féminine va se faire passer pour l'épouse d'un arnaqueur séducteur, petit voyou mythomane, Manolo, qui pour sa part fera office de chauffeur de la vedette américaine. Et dans leur mission, ils vont être accompagnés donc de la troisième domestique, Pilar, beaucoup plus jeune qu'eux, aux ordres d'Anna Mali, qui, au tout début de la série, découvre qu'elle est enceinte et qui n'aura dès lors pas d'autre préoccupation que de vouloir interrompre cette grossesse. Donc voilà, le décor est un peu planté. La très puritaine Anna Mali, gardienne de l'ordre franquiste dans cette maisonnée un peu extraordinaire, n'est pas au bout de ses peines puisqu'elle va devoir faire face à la vie débridée d'Ava Gardner, faite d'alcool, de drogue, de débauche. Elle va devoir convaincre ou essayer de convaincre l'ingénu Pilar de ne pas avorter. Elle va devoir se rendre complice des trafics de son faux mais fort séduisant époux. Elle va devoir gérer les conflits de voisinage dans cet immeuble où il y a, donc on l'a dit, le général Perron en exil. Bref, si le film commence comme un film d'espionnage, pardon, si la série commence comme un film d'espionnage, elle réunit rapidement tous les codes de la comédie, et l'arrivée de la fougueuse et décomplexée Ava Gardner dans la vie corsetée d'Anna Mali et plus généralement dans l'univers engoncé de cette Espagne nationale catholique ne manquera pas de mettre Madrid en émoi pour le plus grand plaisir des spectateurs, et c'est donc ce qui explique le titre, hein, Arde Madrid. Madrid brûle, elle est ardente du désir d'Ava Gardner qui se contamine peu à peu, on va le voir, à tous les personnages. Sony, vous avez dit en introduction finalement que Movistar Plus, qui venait d'être lancé en Espagne, voulait se distinguer dans un secteur des plateformes de séries qui est très concurrentiel, et en Espagne en particulier. Alors, c'est pas paradoxal de proposer une série sur le franquisme, parce que c'est une thématique en Espagne qui est quand même, depuis quelques années, relativement mise en avant. Oui, encore une série sur le franquisme, pourrait-on dire, qui n'en finit pas de hanter l'Espagne. Bon, alors moi, si je m'intéresse à cette série, c'est évidemment que je ne pense pas comme ça. Et ce que j'essaie de montrer, ce que je vais essayer de montrer, c'est qu'à mon avis, la série se singularise parce qu'elle prend par deux fois le contre-pied du reste de la production, que ce soit de film ou de série, sur ce thème. Alors, qu'est-ce qu'on voit quand on s'intéresse à la filmographie sur le franquisme? Ce qui ressort, c'est que l'on insiste, et en un sens c'est bien normal, sur son aspect le plus sanguinaire. Ce qui est montré, c'est la violente répression dont sont victimes les opposants, que ce soit durant la guerre civile ou dans les premières années du régime. C'est le cas, par exemple, pour donner un exemple, oui, de ce qu'on voit au tout début de la dernière saison de Las Chicas del Cable, que vos auditeurs suivent peut-être sur Netflix, puisque la saison s'ouvre sur une scène de torture particulièrement cruelle. Bon, rien de tout ça. Dans Arde Madrid, il ne s'agit pas de montrer d'héroïques républicains réprimés ou des dissidents martyrisés, ni des tortionnaires à l'œuvre, non. Il y a un refus de tout sensationnalisme. Alors, comment on peut l'expliquer? À mon avis, de deux façons. D'abord parce que la série s'intéresse à une période moins dramatique, moins cinégétique, à la différence de la guerre civile ou de l'après-guerre, puisque dans les années 50-60, la dictature s'est institutionnalisée. Et donc, c'est le premier élément qui explique cet aspect-là. Ensuite, parce que les showrunners disent eux-mêmes avoir voulu dresser un portrait moins politique que social
de l'Espagne franquiste en montrant la vie quotidienne de la majorité des Espagnols, des classes populaires, donc ni d'héros de la résistance, ni, comme je le disais, d'affreux tortionnaires. Et pour ce faire, le dispositif qui est retenu, et c'est ça qui est peut-être le plus intéressant, c'est que le spectateur ne verra et n'entendra que ce que perçoivent les domestiques eux-mêmes. Ce qui nous est montré, c'est d'une certaine manière ce franquisme des années 50-60, mais à hauteur de femme de ménage dans sa banale quotidienneté. Et d'ailleurs, l'un des slogans de promotion de la série, c'est de dire que, ça a été de dire que derrière chaque moment historique, il y avait quelqu'un en train de faire le lit. Et donc, c'est ça qu'on nous montre pour ainsi dire une filmographie par le bas. Ça, c'est la première originalité de la série. La deuxième, et non des moindres, c'est évidemment d'avoir proposé une véritable comédie. C'est d'avoir opté pour le parti d'en rire à l'orée des années 2020, en se disant que finalement le public espagnol entretenait une distance suffisante vis-à-vis de son passé tragique, pour pouvoir en rire. Ce pari était à plus d'un titre risqué, donc on le sait, depuis les années 2010, même 2000-2010, ont été le théâtre d'une vague mémorielle inédite, avec l'ouverture spontanée de dizaines de fosses communes, oui, le film d'Almodóvar qui vient de sortir, Madres Paralelas, en traite, et d'autre part, choisir cette veine comique en 2018, c'était le faire à un moment où le gouvernement espagnol entamait un bras de fer avec l'Église et avec la famille de Franco pour exhumer la dépouille du dictateur, le priver de son mausolée del Valle de los Caídos. Et donc cette promesse de légèreté prenait le risque d'être doublement mal accueillie dans un contexte politique extrêmement polarisé, où les uns dénoncent une surenchère mémorielle qu'ils qualifient d'hypermnésie, là où d'autres continuent de dénoncer la desmemoria, ce pacte de l'oubli dont se serait rendu coupable une transition inachevée. Donc, pour ces deux raisons, on ne peut pas, je crois, dire que la série est une énième création sur le franquisme, mais qu'au contraire, elle tient compte de ce qui s'est fait jusque-là pour, encore une fois, se démarquer, ce qui était vraiment le leitmotiv de cette création. Sony, dans Histoire en série, on évoque en général des fictions. C'est le cas ici d'Arde de Madrid, par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment, en fait, la petite histoire et l'intrigue se mêlent à la grande histoire. Et ça, ici, on le voit très, très bien. Vous allez nous le dire aussi. Comment est-ce qu'on peut voir l'histoire du franquisme? Et en même temps, ce qui est paradoxal, c'est que souvent, surtout à l'étranger, l'histoire du franquisme, on l'a fait à travers la guerre d'Espagne. Vous avez évoqué Las Chicas del Cable, par exemple, où on voit bien la guerre d'Espagne. Mais justement, ce second franquisme, cette après-seconde guerre mondiale, on a l'impression qu'il s'y passe pas grand-chose. Alors pourquoi avoir choisi finalement ce cadre, on va dire chronologique-là, de l'après-guerre? Oui, alors ce cadre chronologique, il est doublement problématique. D'abord parce qu'il n'est pas aisé à situer. Les scénaristes disent eux-mêmes avoir voulu travailler sur une décennie, alors qu'on sait que la série, se déroule sur quelques semaines. Alors, si on essaie d'abord de savoir à quel moment précis se situe-t-on, bien, ce n'est pas aisé, puisque on sait qu'Ava Gardner arrive en Espagne dans les années 50, elle y vit entre 1955 et 1968. Si on s'intéresse à l'autre personnage historique, on sait que Perón arrive en Espagne en s'exilant en 1960. Il vit dans le même immeuble qu'Ava Gardner jusqu'en 1962. Ça permet de raccourcir la fenêtre. Mais dans la série, il y a juste une image qui nous permet précisément de savoir où l'on en est. C'est une pancarte qui correspond à l'élection de Miss Nations Unies. On découvre que c'est Miss Nations Unies 1961. Donc c'est bien en 1961 que l'on se situe. Et pourtant, quand on s'intéresse à d'autres événements datables, on voit que la chronologie
n'est pas respecté. Par exemple, un moment phare de la série, c'est la mort d'Hemingway, qui correspond au 8e épisode, qui clôt la série avec une grande fête. On sait que cette mort survient en juillet 1961, et pourtant, 4 épisodes avant dans la série, on a assisté au baptême d'une des stars de l'Espagne de l'époque, enfin, d'un des enfants d'une des stars de l'Espagne de l'époque, Lola Flores, alors que ce baptême a eu lieu, au contraire, 4 mois, ou même 5 mois après la mort d'Hemingway. Donc, paradoxalement, une volonté de recréer ce Madrid des années 50 et une chronologie qui est bafouée. Un autre exemple d'incohérence ou d'incongruence temporelle, moins secondaire et beaucoup plus important, c'est l'évocation du ministre des Affaires étrangères qui serait en train de négocier un traité commercial avec les États-Unis, ce qui est présenté par le personnage, en l'occurrence Clara Pérez, comme une nouveauté, alors que il y a des accords entre l'Espagne et les États-Unis depuis 1953. Donc, on est censé être plus de 10 ans après. Alors, les showrunners s'expliquent concernant ces inexactitudes ou ces infidélités. Ils disent que c'était nécessaire pour radiographier une époque, et ils ont même théorisé leur approche, puisqu'ils disent qu'ils utilisent la technique du sampling, de l'échantillonnage, et ils ont voulu intégrer et concentrer dans un laps de temps assez court, puisque la séquence fictionnelle correspond aux semaines de grossesse de Pilate. Donc, ils ont voulu intégrer et concentrer dans ce laps de temps des événements qui se sont déroulés dans une séquence historique beaucoup plus large. C'est pour ça qu'on retrouve des éléments de 1953 en 1961. Avec cette combinaison d'un cadre temporel resserré et d'insertion référentielle un peu aléatoire, ils disent avoir voulu créer une impression d'ubiquité historique, c'est leur expression, afin justement donc de dresser le portrait de toute une époque. Alors, cette époque, c'est celle des années 50-60. Donc, on a vu qu'ils entretiennent un rapport un peu décomplexé à la chronologie, mais on peut se demander pourquoi avoir choisi effectivement ces années-là où, parmi les événements que j'ai mentionnés, il n'y en a aucun de réellement à mettre au premier plan, rien de bien dramatique. Comme vous l'avez dit, on parle généralement de la guerre civile. On pourrait se dire que c'est la conséquence du projet qui est celui des showrunners, à savoir de vouloir proposer une histoire de la quotidienneté de la vie des Espagnols sous le franquisme, en s'intéressant assez peu à l'écume de l'actualité politique. C'est d'ailleurs l'interprétation de certains critiques, c'est ce qu'ont vu certains dans cette série, pour qui Arde Madrid est une série sur l'intra-histoire du franquisme. L'intra-histoire, c'est un concept du philosophe espagnol Miguel de Unamuno qui voudrait, si on reprend cette interprétation, que la série s'attache plus à une réalité sociale d'une Espagne immuable dont l'inertie fondamentale l'emporterait sur les soubresauts de la vie politique et politicienne. Alors pour ma part, je crois que c'est un contresens total. Ce que nous montre la série, c'est authentiquement un soubresaut politique, et plus encore les conséquences qu'une décision politique, qu'une série de décisions politiques ont sur la vie des Espagnols. Alors, pour comprendre la spécificité de ce moment, il faut peut-être faire un petit rappel historique et rappeler que quand on s'intéresse au franquisme, on a d'usage d'en distinguer plusieurs grandes périodes de manière un peu sommaire, un peu trop schématique, mais on a tendance à identifier un premier moment fasciste qui correspondrait à la guerre civile et à la première partie de la Seconde Guerre mondiale, moment auquel succéderait un autre, plutôt national-catholique, avec un long après-guerre qui dure jusqu'à la fin des années 50, et enfin un moment plus libéral autoritaire
qualifié parfois d'aperturista ou de desarrollista, qui correspond aux années 60-70. Donc, ce qu'il faut retenir de ce découpage un peu trop schématique, je disais, et en un sens bien critiquable, c'est que le régime de Franco a beaucoup duré, mais qu'il a 40 ans presque, mais qu'il n'a duré qu'au prix d'une grande plasticité et de réelles mutations. Or, ce que nous montre la série, c'est une de ces mues du franquisme, du régime, et c'est ce que dit dès l'épisode 1, Manolo à Ana Mari, il dit que la cosa está cambiando. Les choses sont en train de changer. Qu'est-ce qui change? Eh bien, à ce moment-là, l'Espagne rompt avec l'isolationnisme qu'elle avait subi jusque-là, d'abord par idéologie d'inspiration fasciste. Au moment de la guerre, l'Espagne a mis en place une économie autarcique. Elle a été contrainte ensuite de prolonger cette logique-là dans l'après-guerre, cette politique-là dans l'après-guerre, parce qu'elle a été mise au banc des nations du fait de sa collaboration avec les forces de l'Axe. Donc, pendant toute l'après-guerre, les Espagnols ont subi les années de la faim, comme on a l'habitude de les désigner, celle des pénuries et du rationnement. Et en dépit des efforts de Franco pour tenter de bénéficier du plan Marshall, le pays est exclu et semble condamné au sous-développement jusqu'à ce que la dictature finisse par être renversée. Mais ça, c'était sans compter, sans l'enlisement de la guerre froide, changement de paradigme, puisque dans un monde bipolaire, Franco a eu beau jeu de mettre en avant son anticommunisme viscéral et historique. N'a-t-il pas gagné la guerre contre Moscou, en éliminant d'Espagne le Parti communiste soutenu donc par l'URSS? Et donc il met ça en avant, il se présente comme la sentinelle de l'Occident pour séduire un congrès américain qui à ce moment-là est dominé par le macartisme, si bien que sa tactique est payante et il parvient à retardement, il parvient à bénéficier d'un plan Marshall décalé dans le temps, puisque les accords dont je vous ai parlé, les accords de Madrid de 1953, prévoient des crédits en nombre important pour l'achat de produits américains, prévoient aussi que 4 bases militaires soient utilisées par les États-Unis en Espagne, et tout au long des années 50, ce que fait le régime, c'est engager une série de réformes dites d'ouverture économique qui se conclut vraiment en 1959, donc très peu de temps avant la série, et qui permettent à l'Espagne de rejoindre les différents organismes internationaux dont elle avait été exclue jusque-là. C'est donc une série sur une décennie charnière, oui, et sur les conséquences de ce revirement à la fois économique, l'Espagne qui renoue avec un modèle libérale sur le plan économique et géopolitique, puisque l'Espagne rejoint le bloc de l'Ouest, là où elle était au contraire bannie jusque-là. Et on voit les conséquences de cette révolution, de ce changement de paradigme, à travers la vie concrète des personnages qui se retrouvent à se convertir, parfois avec une certaine perplexité, au capitalisme. Un capitalisme libéral, une économie de marché qui était jusque-là décriée. On retrouve ainsi, et c'est un certain piquant, la chef phalangiste d'Ana Mari, on la voit se mettre à crier « Arriba América ». Alors là, on dit « Arriba Espagne », c'est le slogan, oui, c'est le slogan, oui, des franquistes. Et là, il est adapté et américanisé. Cette même chef phalangiste souligne que Franco est désormais un dictateur moderne parce qu'il chasse toujours, oui, mais maintenant il le fait en jean à l'américaine. On voit un autre personnage, Manolo, tenter d'expliquer non pas la loi de l'offre et de la demande, mais comme il le dit lui-même, l'offre de la loi et de la demande. Il comprend encore pas grand-chose à ce nouveau capitalisme qu'il essaie d'expliquer à Namal, qui reste sceptique, puisqu'elle enseignait jusque-là que la logique du marché était décadente, et c'est notamment contre ce libéralisme-là aussi qu'a eu lieu le soulèvement militaire.
parce que ces valeurs des démocraties libérales étaient donc, on le disait, présentées comme décadentes. De la même manière, la présence même d'Ava Gardner en Espagne est le signe de cette transformation profonde, puisque pourquoi y a-t-il toute une économie, toute une industrie du cinéma qui se met en place dans ces années-là en Espagne, sur le modèle des runaways hollywoodiens? Eh bien, c'est parce que les entreprises états-uniennes qui s'installent en Espagne, mais qui ne peuvent pas extraire de devises, le réinvestissent sur place pour financer notamment des films, et ces films, eux, peuvent être exportés et rentrent ainsi, permettent d'exporter leurs bénéfices. Donc, tout ça pour dire que loin de traiter d'un angle mort de l'histoire espagnole, ce que montre la série, c'est un moment véritablement charnière. Elle montre un franquisme à la croisée des chemins, elle montre un certain nombre de personnages très perturbés par ces transformations, et c'est un des ressorts du comique dans la série. Vous avez évoqué, Sony, la présence, bien sûr, d'Ava Gardner, mais aussi de l'Argentin Perón. Alors, justement, Perón, qui est en exil en Espagne, c'est un exil qui est un peu contraignant pour Franco, sans doute, en tout cas, qui est en tout cas peut poser problème. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce personnage? Présentez-nous-le, et puis présentez-nous aussi un peu le mythe, puisqu'on a tendance à peut-être plus connaître sa femme que lui. Alors oui, commençons par situer un peu ce qu'est la vie madrilène de Perón en 1961. Donc, il se trouve en Espagne après un coup d'État dont il a été victime en 1955, puisqu'il a été chassé par des militaires du pouvoir où il se trouvait depuis 1946. Alors, s'il s'installe dans l'Espagne de Franco, c'est parce qu'il entretient de très bonnes relations avec le dictateur, ou plutôt qu'il entretenait de très bonnes relations avec le dictateur au moment où il était lui-même au pouvoir, puisque durant sa présidence, les relations hispano-argentines étaient tobo fixes. Perón se reconnaissait tout à fait dans la phraséologie inspirée de José Antonio Primo de Rivera que reprenait Franco, donc une phraséologie qui mélangeait l'autoritarisme, le nationalisme et une politique sociale. Et de son côté, l'Espagne d'après-guerre, qui souffre, on l'a vu, de la faim et que le monde entier boycotte, a besoin de l'Argentine, cette ancienne colonie, qui ne demande quant à elle qu'à exporter ses produits agricoles. Et Franco et Perón en viennent à signer un traité commercial qui assure l'approvisionnement de l'Espagne en denrées alimentaires avec des banques argentines qui ont octroyé un crédit de 350 millions de dollars pour l'achat de blé, de viande et de maïs. Donc au moment où le régime franquiste est à bout de souffle, au cœur de ces années de la faim, c'est une aide décisive que Perón apporte à Franco, et Franco semble bien le lui rendre en l'accueillant en Espagne. Et pourtant, ce n'est pas du tout ce que l'on voit dans la série. En particulier, dans l'épisode 7, ce qu'on voit dans l'épisode 7, c'est la détérioration assez cruelle de la relation entre les deux hommes, puisque Perón s'apprête à sortir enfin, puisque jusque-là, il est enfermé dans le huis clos, qui est la résidence qu'il partage avec Ava Gardner. Il s'endimanche, il répète son discours, mais voilà qu'il apprend au dernier moment et assez brutalement que Franco va assister à l'événement où il devait se rendre et que dès lors, sa présence n'est plus requise, ni même souhaitée, et il dînera en tête-à-tête avec Isabel, sa deuxième épouse. Alors pourquoi Franco le traite en paria après lui avoir offert l'asile? Eh bien, c'est précisément à cause de la mutation du régime. Là aussi, on en voit une des conséquences très directement dans la série. Perón, fidèle à lui-même, critique la politique développementiste de celui qui est alors président de l'Argentine, Frondizi, et qui n'est pas politique, qui n'est pas sans rappeler celle de Franco lui-même. De même, il s'en prend à l'Alliance pour le progrès que propose Kennedy au moment où les États-Unis sont devenus le nouvel allié généreux des Espagnols. Donc, à cause de cette mutation, de cette volte-face de Franco, la rupture entre les deux est consommée, si bien que Perón ne rencontre jamais Franco,
jusqu'en 1973, donc entre 1960 et 1973, pendant 13 ans, Franco l'ignore et Franco ne le reçoit qu'au moment où Perón va redevenir président de l'Argentine en 1973. Donc, ce que nous montre la série, c'est donc un chef d'État éconduit, marginalisé, alors même qu'il a contribué à sauver, donc on le disait, l'Espagne. Alors, ce qui est intéressant, c'est la manière dont a pu être perçu ce traitement de ce mythe argentin qu'est Perón par les Argentins eux-mêmes. Hein. Il faut rappeler ici que le péronisme, ce n'est pas un thème neutre politiquement, puisque l'actuel président de l'Argentine se revendique de cette tradition. Alors, il y avait de quoi heurter les Argentins dans la manière très décomplexée dont les créateurs espagnols se sont emparés de la série, enfin, se sont emparés, pardon, du personnage, puisque ce que l'on voit d'habitude dans la production argentine, c'est un Perón qui apparaît dans des productions de type documentaire ou comme des biopics, et certainement pas dans une fiction, et encore moins dans une fiction comique où il est là pour être tourné en dérision. Comment voit-on Perón ici? Dans des situations particulièrement burlesques, puisque ce qui attire essentiellement l'attention, c'est l'écart entre la grandeur de cette figure historique et puis la futilité des tâches auxquelles il s'adonne, à savoir promener son caniche et essayer en vain de jouer les entremetteurs pour que l'animal daigne s'accoupler avec le caniche d'Ava Gardner, ou encore se plaindre des fêtes organisées par la même Ava Gardner. Donc, ce qui n'est pas d'ailleurs sans susciter un certain effet de mise en abîme où les relations compliquées de Perón dans cette résidence font écho aux conditions particulières et difficiles de son exil dans l'Espagne de Franco, où c'est dans tous les cas un hôte un peu encombrant. Ce qui ressort dans la presse, donc, dans la presse argentine, concernant le traitement de ce Perón-là, de ce personnage de Perón, c'est plutôt salué positivement comme une façon d'apaiser les mémoires en démythifiant les grands hommes. Et peut-être l'élément le plus remarquable, c'est que les articles passent en revanche totalement sous silence le cas d'Isabel Perón, qui est pourtant traité avec la même sévérité que son mari, mais sans susciter le moindre commentaire. Alors, pour un public français, il faut peut-être rappeler ici que la femme, la deuxième épouse de Perón, donc Isabelle, a été un personnage très important, qui est elle-même devenue présidente de l'Argentine en 1974, à la faveur du décès de son mari, avant d'être à son tour chassée par les militaires en 1973, mais dont, sans avoir auparavant pu instaurer un régime de terreur dans le pays, notamment avec les escadrons de la mort de la AAA, donc un groupe paramilitaire anticommuniste qui a fait près de 1000 morts et disparu sous sa présidence. Alors évidemment, s'agissant d'un personnage dont le bilan politique est aussi sombre, et qui a même été poursuivi par la justice, on ne s'étonne pas finalement que le fait qu'elle soit présentée comme son mari sous un jour si favorable et en ce qui la concerne, susciter très peu de commentaires. Donc là, on est plutôt sur une représentation conforme à ce qu'en attendent les Argentins et ce qu'a retenu la postérité. Sony, on vient jusqu'à présent de parler d'Isabel Perón, bien sûr, mais on a parlé beaucoup d'hommes. Pourtant, on a l'impression, quand on voit cette série, qu'il s'agit d'une série qui se veut féministe. Finalement, sans que le personnage principal ne le soit. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler maintenant de l'ambivalence de cette Anna-Marie et de voir en quoi, finalement, ce personnage-là, qui peut paraître si rigide, si franquiste et si peu féministe au départ, va petit à petit évoluer au fur et à mesure de l'avancée de la série. Oui, Anna-Marie est vraiment le personnage le plus marquant de la série. C'est peut-être aussi le personnage le plus gênant. En tout cas, c'est le personnage le plus complexe, celle qui a le rôle qui va le plus évoluer. Donc, on l'a dit au début de la série, c'est une instructrice du centre madrilène de la section féminine de la Phalange. Alors, 2 mots sur cette institution. C'est l'institution qui constitue avec l'Église l'un des 2 piliers du projet de régénération
de la nation espagnole propulsée et rêvée par le régime de Franco qui, à la manière des totalitarismes, va vouloir non seulement contrôler les populations, mais les façonner pour créer une nouvelle société, en l'occurrence une société archaïquement nouvelle, pour débarrasser l'Espagne de l'influence de l'esprit des Lumières qui a soufflé durant la Deuxième République et surtout de l'expérience révolutionnaire qui a accompagné la guerre civile. Donc, dans le cas des femmes, pour les rééduquer, c'est une institution spécifique qui va s'en charger, et c'est donc la section féminine de la Phalange qui mène à bien un endoctrinement des jeunes filles pour qu'elles se conforment au rôle qu'on leur attribue, qu'on veut leur attribuer, à savoir celle d'être des femmes au foyer, des mères au foyer soumises. Alors, Anna Mali, dans tout ça, eh bien, c'est la cheville ouvrière de ce dirigisme culturel, et c'est ainsi que le spectateur la découvre, puisque on est d'emblée plongé dans le système de rééducation franquiste. Les premiers plans de la série sont un travelling qui nous font découvrir donc ce centre de la section féminine, et ça nous permet de passer en revue, ça permet aux spectateurs de passer en revue les différents aspects du programme de rééducation qui est mis en place. Donc on voit d'abord des jeunes femmes pratiquer des exercices physiques. Alors il ne faudrait pas se méprendre à cet égard, il ne s'agit pas de rechercher la performance athlétique, à la différence de l'Italie fasciste, l'Espagne franquiste n'a jamais valorisé le sport pour les femmes. Il s'agit d'une mesure quasi d'eugénisme. Il faut il faut maintenir le corps des femmes en forme pour qu'elles puissent remplir le seul devoir que leur assigne finalement le régime, à savoir être en bonne santé pour procréer. Donc on prend soin de femmes réduites au statut de matrice, oui. Et puis on continue le mouvement et on passe ensuite à l'intérieur du bâtiment et on voit des femmes toujours en uniforme en train de pratiquer méthodiquement, silencieusement la couture dans une scénographie saturée de blanc, et c'est alors qu'apparaît Anna Mali de dos à contre-jour comme une tache sombre à l'écran, avec pour seul trait caractéristique un chignon bien serré qui campe fermé droit sur sa tête. Donc cette première image, c'est à elle seule tout un programme, et les mots qui suivent ne vont pas venir démentir ce programme, bien au contraire, puisqu'elle se tourne immédiatement vers ses élèves, fait claquer ses talons au sol, les passe en revue, et puis se lance dans une homélie où elle nous explique qu'elle a vu la camarade Teresa, parce que Teresa vient de se marier, et alors qu'est-ce qui lui arrive à Teresa? Eh bien, son mari la bat, et que nous dit-elle? Eh bien, et alors si ton mari te bat, tu dois te demander qu'est-ce que j'ai mal fait? Parce que pourquoi il le fait? Mais pour que Teresa apprenne. Parce que les filles, vous devez savoir que personne ne naît en sachant tout. Donc voilà, c'est avec cette scène d'ouverture que l'on découvre ce personnage, et on est d'emblée plongé dans une grand-messe du patriarcat dont notre héroïne, ou plutôt notre anti-héroïne, va être plus que la complice, la perpétuatrice. Et alors là, ce qu'il faut faire remarquer, c'est que ces répliques, ces dialogues, qui peuvent sembler quand même complètement caricaturaux, sont en réalité tout à fait fidèles, et que les scénaristes n'ont rien inventé, ils ont repris presque mot pour mot un feuillet rédigé et diffusé par la section féminine, en l'occurrence rédigé par Pilar Primo de Rivera, la fondatrice de cette institution, qui publie en 12 règles, 12 commandements qu'elle appelle le guide de la bonne épouse, est fondé sur un seul et même principe, donc pour les femmes, le reniement de soi comme être corporel, intellectuel et social. Donc au début de la série, Anna Mali est présentée comme la gardienne de ce patriarcat, comme un personnage plutôt malfaisant, comme un agent d'aliénation que l'on voit péniblement se traîner avec son pied-bot dans les longs et vieux couloirs du siège de la section féminine. Évidemment, ce qui va faire changer Anna Mali, c'est qu'elle va être envoyée en mission, elle va rentrer au service d'Ava Gardner, elle va passer d'un huis clos à un autre, et d'emblée, l'espace, le choc
visuel que constitue le contraste des décors entre cette Espagne figée dans un mobilier du 19e siècle que l'on voyait dans le cadre de la section féminine et puis les appartements de design d'Ava Gardner. Oui, ce choc visuel en prépare un autre, celui de la rencontre entre Anna Mali et la star d'Hollywood, qui va incarner une féminité alternative aux antipodes de celle prônée par Anna Mali dans ses prêches. Évidemment, ce choc culturel, il va venir gripper le discours d'Anna Mali, en particulier lorsqu'elle essaie de convaincre Pilar, lorsqu'elle la sermonne, elle lui dit Dieu commande que certaines choses ne se fassent que dans le cadre du mariage. Et Madame, alors, lui répond Pilar, Madame est étrangère, et quoi? Dieu n'est pas à l'étranger, peut-être? Dieu, oui, Franco, non. Donc l'appartement d'Ava Gardner devient ainsi, de manière récurrente, un lieu de tension culturelle, idéologique, qui est la source de situations comiques, notamment lorsque Anna Mali, oubliant sa couverture et dialoguant avec Ava Gardner, lui répond, lorsque celle-ci lui demande si elle a connu beaucoup d'hommes dans sa vie, lui répond offusqué que non, elle est une femme décente. Ah bon, et moi, alors, je ne suis pas une femme décente, c'est ça, lui répond sa patronne, mais vous, vous êtes américaine, c'est différent. Et on comprend bien comment le discours doctrinaire d'Anna Mali est fissuré par ce relativisme culturel, et on assiste ainsi peu à peu à une conversion, à une émancipation d'Anna Mali, qui va notamment passer par une relation extra-conjugale, bien sûr, avec Manolo. C'est-à-dire que précisément, elle va pratiquer elle-même ce dont elle voulait, ce qu'elle reprochait à Pilar. Et donc, on voit comme ça se diffuser le mode de vie d'Ava Gardner, de la patronne, au reste de la maisonnée, si bien que celle qui était la gardienne de l'ordre franquiste va finir par faire droit à ses désirs, accepter son corps qu'elle avait jusque-là rejeté. Et de ce point de vue-là, tout l'intérêt de la forme sérielle, c'est précisément de prendre le temps de dessiner ce cheminement, cette crise, cette mue d'Anna Mali jusqu'à la fin, jusqu'à l'épisode 8, qui est vraiment l'apothéose, puisque Manolo va demander un mariage à Anna Mali, et que celle-ci va refuser catégoriquement et sans hésitation. Alors lui dit qu'il est bel homme, qu'il l'aime déjà, et qu'en plus, pour une infirme, elle est bien difficile, qu'est-ce qu'elle peut espérer de mieux? Et elle se lance alors dans une tirade authentiquement féministe, où elle lui dit qu'elle n'a aucune intention de supporter la contrainte d'un homme, aucune intention qu'il rationne, de le laisser rationner son argent pour faire les courses, elle ne veut pas lui demander sa signature pour ouvrir un compte en banque, etc., etc. Elle fait donc une longue tirade qui est la palinodie, pour ainsi dire, du discours qu'elle tenait à ses élèves dans l'épisode 1. Et donc, on a une transformation radicale d'Anna Mali. Et cette transformation, on peut rapidement l'interpréter de deux façons, ou bien considérer que son sort correspond à celui de bien des femmes en Espagne qui, avec l'ouverture du régime, ont vu affluer en masse des touristes et ont donc découvert un autre mode de vie. Cet autre mode de vie, cet afflux en masse des touristes ici, serait comme métaphorisé par l'installation d'Ava Gardner à Madrid. Et donc, l'évolution d'Anna Mali ne ferait que reprendre sur un mode allégorique celui de bien des femmes jusqu'à la transition, jusqu'au destape, cette révolution sexuelle en lien avec les premières années de la démocratie. Alors une autre interprétation, plus sombre, consisterait à considérer que le personnage d'Anna Mali, en réalité, n'évolue pas, contrairement aux apparences, mais qu'elle ne fait que se révéler au grand jour. Ce qu'entrevoit Manolo dans la scène finale, c'est la véritable identité d'Anna Mali, à savoir une espionne phalangiste. Et oui, en tant que phalangiste, ce n'est pas une femme espagnole comme les autres. Elle appartient à cette seule catégorie de femmes émancipées, qui n'a pas besoin de se marier, qui n'a pas à se marier, et que le régime ne tolère
que dans la mesure où, précisément, elles le servent. Et dans ce cas, le personnage d'Anamal, il reproduirait une attitude assez répandue parmi les phalangistes, à commencer par Pilar Pino de Rivera elle-même, qui, tout en luttant pour enfermer les femmes dans leur foyer, ne s'est jamais mariée et a continué à jouer toute sa vie un rôle public. Donc tout se passe comme si Anamal nous disait qu'elle avait évité depuis le début, qu'elle avait trouvé comment éviter depuis le début l'asservissement du mariage en se libérant d'une manière paradoxale du joug franquiste en collaborant. Alors bien sûr, cette émancipation, elle est toute relative, hein, toute individualiste et apolitique, mais puisqu'elle le fait isolément et au détriment des autres. Et dans ce cas, Anamal, il ne serait pas le personnage féministe qu'on a envie d'y voir, ce serait certes une femme forte, mais une femme qui n'est pas ici féministe. Et ce qui peut... moi, je pencherais plutôt pour cette deuxième interprétation, parce que ça me paraît la plus critique vis-à-vis du franquisme, parce que ce qui nous est montré, comment le franquisme pousse les Espagnols à se renier eux-mêmes. Anamal est un personnage auquel on s'identifie, mais qui est réduite aux pires compromissions, aux pires trahisons pour se libérer. Et cet avilissement des personnages, deux personnages par ailleurs attachants, c'est ça que la série nous montre, et c'est peut-être sa principale satire du franquisme, un franquisme moins politique que sociologique, c'est-à-dire qu'il est saisi non pas à travers ce qu'il a fait aux Espagnols, ce n'est pas ces crimes d'État qui sont dénoncés, mais il est saisi à travers ce qu'il a fait des Espagnols, comment il a induit en eux des comportements avilissants. Et c'est ça qui est mis en scène, me semble-t-il, et c'est ça qui constitue l'originalité, aussi une des originalités de la série. On arrive, Sony, au bout de l'émission, et c'est vrai que dans Histoire en série, on essaie d'analyser les séries en montrant que même si ce sont des séries historiques, elles se veulent le reflet de l'époque où en fait elles sont tournées, où elles sont écrites. Et je pense qu'ici, il y a la question de l'avortement avec la question de la grossesse de Pilar, vous l'avez évoqué, qui est intéressante parce qu'elle permet en même temps de placer dans l'histoire peut-être des problématiques qui sont beaucoup plus actuelles. Oui, la série fait de nombreux clins d'œil, établit des échos, des parallèles avec la situation de l'Espagne dans les années 2010. On l'a vu avec la question des violences conjugales. L'Espagne était pionnière sur ces questions-là. C'est comme ça, c'est sur ce thème que s'ouvre la série. En 2004, l'Espagne a fait voter une loi très importante sur les violences de genre. Mais effectivement, vous avez raison, c'est la question de l'avortement qui est central ici, puisque il structure la série en lui donnant son unité de temps et d'action. Hein. C'est dans le cadre de la grossesse interrompue de Pilar que se déroule l'ensemble que se déroule l'ensemble de la série. Et ce choix narratif n'est pas anodin dans l'Espagne des années 2010, puisque celles-ci ont été marquées par un va-et-vient politique qui a profondément et puissamment mobilisé l'opinion espagnole au sujet de l'avortement. Puisque lorsque le gouvernement socialiste Zapatero tente en 2010, enfin, il fait plus que tenter, met un terme en 2010 à la loi qui jusque-là autorisait l'avortement dans des cas limités. Donc, elle a remplacé une loi dite des supuestos, donc qui correspondait à un certain nombre de cas, malformation du fœtus, danger pour la vie de la mère, grossesse issue d'un viol, par une loi des délais qui permettait aux femmes d'avorter, si elles le désiraient, durant les 14 premières semaines de grossesse, indépendamment des raisons qui pouvaient être évoquées. Et donc, ce qui a été... donc, c'était une avancée très importante, pardon, mais l'alternance politique a fait qu'en 2014, cette loi a voulu être amendée par le nouveau gouvernement conservateur de Mariano Rajoy, et il ne s'agissait pas seulement de revenir à la loi précédente de 1985 en annulant celle de 2010, mais bien d'aller encore d'aller encore plus loin dans le recul, dans la régression,
en obligeant les femmes à porter les fœtus issus d'un viol. Donc tout ça a suscité de grandes mobilisations. Finalement, le gouvernement Rajoy a renoncé à son projet, mais cet aller-retour en quelques années sur la question de l'avortement a vraiment suscité des débats très importants, et la série, la détresse du personnage de Pilar, y fait écho très directement dans la série. Alors ce n'est pas parce que il y a ce clin d'œil qu'on est pour autant dans un anachronisme. On est peut-être plus dans un parallélisme que dans un anachronisme, parce que d'abord, les questions liées à l'avortement se posaient, y compris et particulièrement sous la dictature franquiste. Ce n'est pas une thématique nouvelle, mais surtout parce que l'Espagne a déjà connu un revirement, avait déjà connu un revirement sur cette question de l'avortement, puisque la République, la Deuxième République, avait en 1937 dépénalisé l'avortement, et c'est Franco qui est revenu en arrière. Si bien que ce qui se dessine dans les revirements qui ont lieu dans les années 2010 autour de l'IVG, pour ainsi dire, c'est un rejeu, une espèce de répétition d'un va-et-vient, là aussi tragique, qui avait déjà existé dans l'histoire de l'Espagne. Qu'est-ce qu'on peut dire alors sur cette série, Sony, en conclusion? Parce que c'est vrai que c'est très intéressant d'avoir vu tout ce qu'on a pu analyser à la fois sur le terme politique, social, sur l'Espagne. Est-ce que finalement, dans la légèreté du ton qui a été choisi, il n'y aurait pas, peut-être ce serait le mot de la conclusion, un risque de banalisation des effets quand même de cette dictature qui a duré en Espagne jusque dans les années 70? Oui, c'est un point un peu d'achoppement, mais on peut pas l'éviter avant de conclure, hein. Il faut l'affronter frontalement. Quand une fiction traite sur un ton aussi frivole de réalité aussi douloureuse, et encore aujourd'hui en Espagne, l'écueil qui menace, c'est celui d'une certaine relativisation de la violence du régime qui pourrait être invisibilisée ou passée sous silence. Alors, pour prendre un exemple, on peut s'intéresser à la manière dont est représentée la Guardia Civil, c'est-à-dire la police militaire de Franco, dans la série. Elle est incarnée par deux personnages secondaires qui, sans être récurrents, reviennent quand même dans différents épisodes. Alors, leur apparition est un gage d'effet comique garanti. Ce sont deux braves agents, sympathiquement ridicules, toujours dépassés par les situations qu'ils essaient de régler. D'ailleurs, le duo d'acteurs qui a été choisi pour les interpréter n'est pas sans rappeler un autre duo comique, celui de Laurel et Hardy, du fait de leurs caractéristiques physiques. Et ce qu'on montre finalement, la seule représentation à l'écran dans la série de l'appareil de répression franquiste, eh bien, c'est en quelque sorte deux sergents Garcia, toujours un peu bafoués dans leur autorité et qui n'ont pas l'air bien méchants, alors qu'on sait par ailleurs que ce même appareil de répression était particulièrement sanguinaire. Donc, entre d'un côté le fait de passer sous silence des pratiques criminelles qui avaient lieu et la série n'avait pas lieu que ce soit montré dans la série, mais de la même manière, on peut se demander alors pourquoi, au moment où on représente ceux qui sont associés à l'institution qui est responsable de ce type de pratique, pourquoi lorsqu'on les présente, les présenter dans leur fragilité, en les humanisant à ce point? La réponse, c'est tout simplement pour faire rire, c'est que c'est une veine comique qui fonctionne particulièrement bien, enfin un ressort comique qui fonctionne particulièrement bien. Mais la question qu'on peut se poser, c'est si la série, à partir de ce moment-là, continue de rire du franquisme, ou bien si elle rit avec le franquisme, au sens où, certes, le régime demeure la matière du comique, mais il n'en est plus à ce moment-là, à proprement parler, la cible. Et donc chacun pourra regarder la série en se demandant si, s'agissant de questions aussi vives et non résolues à certains égards, dans le cas de l'Espagne, cesser de dénoncer, ce n'est pas déjà relativiser. Alors il ne s'agit pas de crier au révisionnisme ici, mais on peut quand même renforcer cette réserve, ce bémol final, en rappelant que cette inquiétude peut être nourrie par les propos de la productrice au moment du lancement
de la série, puisque faisant la promotion de la série, elle déclare le moment est venu de regarder en face ce qui se passait en Espagne dans les années 50-60, et elle continue, malgré la dictature, il y avait une stabilité sociale et les gens vivaient, sous-entendu, vivaient plutôt bien. Alors, c'est très paradoxal parce qu'ils subissaient une répression terrible s'ils n'étaient pas d'accord, et puis, ça c'était pour la minorité agissante, et puis pour les masses, eh bien, elles s'exilaient beaucoup. Donc, il y a là deux éléments pour nourrir peut-être en conclusion la discussion autour de la série et de sa dimension politique, puisque il y a dans la promotion qui l'a accompagnée l'éloge un peu douteux d'une pseudo-stabilité de la dictature, et d'autre part, une représentation de l'appareil répressif qui, au nom de la comédie, se montre quelque peu connivant. Et ça peut être d'autant plus préoccupant qu'au moment où sort la série, en 2018, l'Espagne, qui faisait jusque-là figure d'exception en Europe, puisqu'il n'y avait pas, c'est un des rares pays où il n'y avait pas de parti d'extrême droite au Parlement, en 2018, ce que vit l'Espagne, c'est une percée électorale de Vox, qui est un parti qui assume une certaine nostalgie de la dictature. Et donc, ces choix de la série, ces choix de communication aussi autour de la série, pourraient être mis en vis-à-vis avec un certain reflux dans l'opinion publique espagnole d'un certain discours qui, oui, banalise la dictature. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a là, une nouvelle fois, une démonstration de la complexité de la série, puisque en même temps qu'on retrouve en cherchant bien une espèce de révisionnisme en sourdine, on a donc ce discours qui cohabite avec un projet, lui on l'a vu, explicitement féministe et progressiste, et c'est aussi cette hétérogénéité qui fait qu'on a envie de s'y intéresser, et que je recommande à chacun de regarder la série. Merci beaucoup pour cette analyse très pointue, très complète de cette série Art de Madrid, produite par Movistar Plus, vous l'avez dit, hein, donc série espagnole sur le franquisme et sur un franquisme, vous l'avez dit, qui des années 50 est peut-être moins connu, mais qui en même temps représente le cœur de ce qu'a été la société espagnole durant cette période-là. Alors vous avez fourni, pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, Sony, une bibliographie indicative que l'on retrouve sur notre site internet histoireensérie.com à la page de l'émission, et puis n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur nos réseaux sociaux, @Histoire-Série pour Twitter, et sur notre groupe Facebook Histoire en série. Merci beaucoup Sony, puis j'espère à bientôt pour une autre série espagnole. Merci beaucoup. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Such a beautiful blood.